Bonjour à tous, et je suis médecin généraliste dans un village à côté de Clermont-Ferrand, Saint-Amand-Tallande. Donc, je vais vous présenter le projet REB pour reconstruire l'Evidence Base. Je suis coporteur du projet avec Rémi Boussageon, et donc on est un certain nombre de personnes à être dans le comité de pilotage. Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflit d'intérêt avec ce projet. Alors, pourquoi ce projet ? Rémi Boussageon, en 2011, avait lu un travail qui était paru dans le JAMA d'une équipe internationale qui avait regardé 29 méta-analyses qui regroupaient 500 articles dans des revues connues et reconnues sur des traitements médicamenteux qui concernaient soit le cancer, soit les problèmes cardiaques. Et parmi ces études, il y en avait 70% qui avaient un financement par l'industrie. Et il y avait 70% des auteurs qui avaient un lien d'intérêt avec un lien financier avec l'industrie. Du coup, la question qui s'est posée, c'est que finalement, est-ce que les conclusions ne sont pas orientées ? Et par là même, est-ce qu'on peut avoir confiance dans l'evidence-based medicine ? Donc il y avait une justification scientifique à ce projet. La deuxième justification, elle est plus éthique. Si on n'a pas de preuve d'efficacité d'un médicament, de fait, la balance bénéfice-risque bascule vers le risque. Donc il y a un risque potentiel en défaveur du médicament. Donc c'est le primum non nocere, c'est-à-dire le principe fondamental de non-malfaisance par rapport à nos patients. Ce principe est d'autant plus important pour les patients qui sont en prévention et qui se plaignent de rien. Et là, on peut se poser la question de l'utilisation d'un placebo ou de l'utilisation de la relation thérapeutique pour prendre en charge nos patients. L'autre justification, c'est que finalement, de quoi on dispose actuellement ? On a les indications des traitements, mais quels bénéfices et quels risques on peut en attendre pour nos patients en termes de quantité d'effets, c'est-à-dire en bénéfice ou en risque absolu, c'est des données dont on ne dispose pas, c'est-à-dire en termes de nombre de sujets nécessaires à traiter pour éviter un événement, ou au bout de combien de patients je traite, je risque d'avoir un effet secondaire. Donc il y avait une justification encore à nouveau scientifique, mais aussi pragmatique pour le clinicien et pour le patient, pour finalement pouvoir faire une décision médicale partagée. On parle beaucoup de l'evidence-based medicine, mais finalement, le problème, c'est que si on ne dispose pas des données de la recherche fiables et pertinentes pour le patient, ça semble un petit peu compliqué d'avoir une démarche EBM. Et ces données, elles n'existent pas sur les différents sites, que ce soit la NSM, l'HAS, les livres, les revues, ou quand elles existent, il y a des niveaux de preuve qui sont variables sans véritablement de transparence ni d'objectivité. Donc l'objectif principal du projet REB, c'est d'évaluer les bénéfices et les risques des médicaments en prenant en compte le niveau de preuve pour la médecine générale et puis pour la médecine en général, en vue de créer un outil d'aide à la décision pour les médecins et les patients. Les objectifs secondaires sont des travaux de recherche potentiels standardisés, publiables, de type thèse. Et il y a deux objectifs pédagogiques en plus, à savoir l'apprentissage de la réalisation de revues et de méta-analyses pour les internes ou les chefs ou d'autres personnes des départements, et la lecture critique d'articles. Alors, comment on va faire ça ? On a une exigence du niveau de preuve qui est assez important. On se base sur des ECR et des méta-analyses. On veut une évaluation cliniquement pertinente qui veuille dire quelque chose pour le patient et le médecin, et pas des résultats extrapolés. C'est-à-dire pas de critères de substitution. Par exemple, pour l'acide folique, pour la supplémentation en périconceptionnel, le dosage sanguin de l'acide folique, finalement, ça ne nous intéresse pas vraiment. Ce qu'on veut savoir, c'est au bout de combien de patientes je supplémente, j'évite une anomalie du tube neural. Et vous avez à la session d'après ce travail qui va être présenté par Aurélie Caballo, qui est chef à Clermont-Ferrand. Pourquoi être exigeant en termes de preuves ? Ça peut sembler un petit peu rigide comme protocole, parce qu'il ne semble pas raisonnable de baser nos prescriptions
sur des arguments observationnels, historiques ou physiopathologiques, parce que ces études, elles ne permettent pas correctement d'éliminer le risque de biais. Et du coup, les faux positifs. Les vrais. Les faux. Comment on va faire? Donc ça sera un médicament, une population et un critère de jugement. Donc c'est des revues systématiques de CR contre placebo ou comparateur efficace, mais plutôt contre placebo. Ça sera donc des méta-analyses à partir du logiciel Revman, qui est le logiciel de la Cochrane et qui est libre de droit. C'est pour ça qu'on a choisi celui-là. On veut des critères donc cliniquement pertinents, je vous le disais, et il y aura un classement en 3 niveaux de preuve. Une preuve d'efficacité, un résultat probant à confirmer ou une absence de preuve d'effet. Alors voilà, quand je vous ai dit ça, l'idée c'est quand même de se lancer dans l'ensemble de la pharmacopée qui est utilisée par les médecins généralistes. Donc quand Rémi Boussageon a présenté la première fois ce projet, il y a eu cette réaction au CS. Puis finalement, on s'est quand même dit, il faut s'en emparer de ce sujet parce que ça peut paraître étonnant que ça n'a finalement pas encore été fait. Donc, comment on va faire? On voudrait proposer à l'ensemble des départements universitaires de médecine générale de participer à une formation, à la revue et aux méta-analyses. On est actuellement en train de créer un guide, un canevas en fait, pour pouvoir les réaliser, à la fois pour avoir une solidité scientifique et puis aussi pour faciliter votre entrée dans le projet. Les médicaments que vous choisirez, en fait, ils seront en lien avec vos thématiques de recherche. L'idée, c'est surtout pas de vous dévier de vos thématiques de recherche. Le grand avantage de ce projet, c'est que c'est une manne énorme de travaux de thèse standardisés, avec déjà cadrés, publiables et sans comité d'éthique. Donc l'idée, c'est que c'est un projet effectivement pharaonique, mais la force de la médecine générale, c'est notre nombre, et c'est que les départements qui le souhaitent rentrent dans le projet et soient producteurs de briques. On va centraliser après qui fait quoi, pourquoi, parce qu'il faut qu'on évite d'avoir des doublons, bien sûr. Il faut qu'il y ait une cohérence aussi dans le projet. Et c'est aussi dans l'idée d'avoir les données disponibles au niveau du CNGE, parce que l'objectif à moyen terme, c'est de créer une interface pour les cliniciens. Donc les médecins pourront se brancher sur l'interface et ils auront les données digérées de la littérature en termes cliniques. Voilà, je sais que si je traite ce patient avec ce médicament, voilà ce que je peux attendre comme bénéfice ou comme effet secondaire. Donc ça sera un outil d'aide à la décision dans le cadre d'une décision médicale partagée au sein de l'EBM. Où est-ce qu'on en est? Donc on réalise actuellement des études pilotes, donc Rémi Boussageon à Poitiers, puis bientôt à Lyon parce qu'il change de département, et donc moi à Clermont-Ferrand. Et à partir de ces études pilotes, on est justement en train de finaliser le guide. Voilà, pour vous aider. Et on va créer une formation dédiée à ce projet qu'on va vous proposer d'ici quelques mois. Si vous voulez avoir un petit peu plus de détails sur ce projet, il y a un article qui est paru dans l'année dans l'excellente revue Exercer. Et vous avez 2 exemples de thèses qui ont donné publication dans Exercer. Donc c'est vrai que c'est un projet qui est très ambitieux, mais au final, il a déjà débuté. Donc on est certain de sa faisabilité. Et on attend que vous participiez à ce projet. Donc on reviendra vers vous d'ici quelques mois pour construire ça ou construire ça. Merci. Bonjour Philippe Grimbert-Bobigny. Est-ce que c'est en fait une concurrence à la HAS et la ASMR des médicaments, non? C'est pas une concurrence dans le sens où Rémi Boussageon les avait contactés. Justement, il s'étonnait un peu que ce travail soit pas fait. Et il me semble bien qu'en gros, ce qu'ils lui ont dit, c'est que le projet était intéressant, mais qu'effectivement, ils ne l'avaient pas fait, quoi. Mais qu'ils étaient attentifs au fait qu'on le fasse. Mais c'est pas fait. Mais normalement, quand ils décident d'une ASMR, c'est ce qu'ils font, l'étude? Voilà, normalement. D'accord. Okay. Et le problème, c'est aussi la traduction au niveau clinique et les critères d'évaluation. Le gros problème, quand même, vous verrez si vous venez à la présentation sur l'acide folique,
C'est assez, quand on rentre dans ce projet, c'est assez abyssal en fait, hein, quand on voit sur quoi repose l'AMM, la SMR, etc. Ça fait un petit peu peur en fait. Hein, donc voilà. Donc c'est fait, mais c'est pas fait en termes cliniques de bénéfices ou de risques voilà, directs pour le patient. Il y a beaucoup de critères intermédiaires, de dosage sanguin, etc. Finalement, ça, on s'en fiche un petit peu. Bonjour, merci pour cette présentation. La dernière partie, qui est l'implémentation pour une utilisation directe à un médecin généraliste, est-ce que ça ressemble un peu aussi au projet EBM Practice qui est porté par le Collège de médecine générale? Non, ça pourra être complémentaire, mais c'est pas tout à fait la même chose. Là, vraiment, l'idée quand même, c'est de créer des nouvelles méta-analyses autour d'une méthode, alors que EBM PracticeNet, c'est d'implémenter un travail qui a été fait ailleurs sur plutôt des situations cliniques, pas à partir de médicaments. Donc il y a une complémentarité, mais c'est pas le même travail. Bonjour, Grégory Dino, Montpellier. Bravo pour cette démarche qui va évidemment être longue, et construire un château, c'est forcément compliqué. Mais est-ce que ce château, il n'a que des médicaments? Est-ce que les dispositifs médicaux ou est-ce que les interventions non médicamenteuses ne pourraient pas être aussi faire partie de l'arsenal? Parce que je pense que les médecins généralistes ont aussi autre chose à prescrire que des médicaments. Merci de cette question. L'idée, c'était de se centrer sur le médicament, mais il me semble qu'il y a effectivement un projet plus sur les procédures de soins. Alors, je pensais que c'était un projet national, mais j'ai dû me tromper. Il y a un projet actuellement qui est en train de se monter sur les procédures de soins, effectivement sur l'évaluation, et ce qui est encore plus complexe. Nous, on voulait se centrer sur le médicament parce que c'est déjà, voilà, il faut commencer par quelque chose, sachant que c'est déjà énorme. Le problème des procédures de soins, c'est que c'est extrêmement hétérogène. Et si on doit faire déjà définir quelle est la procédure de soins et l'intervention non médicamenteuse, ça va être compliqué. Mais c'est vraiment l'objet d'un autre travail. Oui, peut-être dans ce cas-là, pour compléter, je ne sais pas si c'est pour ça que tu voulais... effectivement, c'est exactement ce qu'a dit Hélène. Après, il y a d'autres travaux un petit peu complémentaires, mais qui ne prennent pas du tout la même méthode, en particulier la Top 5 List qui est en cours, mais qui est effectivement sur l'évaluation de la surmédicalisation et des procédures de soins qui présentent la balance bénéfice-risque la moins favorable, et qui seraient sur lesquelles il y aurait des actions, des leviers de santé publique pour éviter de mettre en place ces structures de soins, mais qui est, sur lesquelles c'est un travail qui est un petit peu différent, qui est axé sur la surmédicalisation, mais qui est là aussi très complémentaire avec ce qui est fait. Qui va apparaître dans Exercer d'ailleurs, qui va apparaître. Bonjour, Yann Monnet, Université de Versailles. Vous avez parlé d'une possibilité d'orienter ça pour des travaux de thèse, et un des facteurs limitants dans la thèse étant le temps dont nous disposons. Les méta-analyses, est-ce que vous les ferez sur données individuelles ou sur données publiées? Et si c'est sur données individuelles, est-ce que le comité du REB va pouvoir commencer déjà à récolter des données afin de gagner du temps pour les thésards? Alors, par rapport au temps pour les thèses, nous, on l'a testé en fait. Donc, on a déjà dirigé plusieurs travaux de thèse autour du projet. Il faut globalement 1 an, mais je dirais comme les autres thèses. Et le principe, c'est que pour qu'il y ait un critère de qualité, c'est qu'il y ait toujours 2 thésards. Ils font la revue en parallèle et la méta-analyse en parallèle. Donc, ça suppose que ça soit les directeurs de thèse qui soient formés à cette méthode-là et qui après eux-mêmes formeront les thésards. Donc oui, c'est faisable en 1 an. Le travail le plus ingrat, je dirais, c'est la partie revue. Par contre, le nombre d'articles après analysés, l'acide folique, on en a eu 2. Voilà, c'est pour ça que je disais ça fait un petit peu peur. On en a eu 2 et dont un, en fait, le seul qui a montré une preuve, c'est pas chez les femmes qui n'ont jamais eu de problème d'anomalie du tube neural. C'est pas en prévention primaire. Et la deuxième question, oui. Alors le problème des données individuelles, c'est que pour l'instant on les a pas. Parce que les études, souvent, elles sont un peu vieillottes et que les données individuelles ne sont pas disponibles. Donc, on imagine, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le projet, que pour certains médicaments, surtout probablement les plus récents, on aura accès aux données individuelles. Mais actuellement, sur
Les études pilotes qu'on a fait, on n'a pas réussi à avoir les données individuelles, et quand on contacte les auteurs, on ne récupère pas les données individuelles. Ce qui complique les choses. Oui, bonjour. Didier Canet de Dijon. Je voudrais connaître le lien entre donc, le comité scientifique, je crois, du CNGE, et puis de la commission de transparence. C'est-à-dire que tous ces résultats, entre autres la non-efficacité, est-ce que ça entraînera des remboursements, etc. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose en place, des liens en place? Y aura-t-il déjà des conséquences? C'est une très bonne question. On n'a pas de lien actuellement avec eux. Donc, je ne sais pas ce que ça donnera. L'idée de départ, c'est vraiment de digérer ces données cliniques pour les médecins et les patients. Mais effectivement, on peut se poser la question du déremboursement de certains traitements. Oui, oui, c'est une remarque à propos de la transparence dont j'ai été membre pendant 20 ans. En fait, je m'appelle Denis Pouchin, excusez-moi. Donc, pour répondre à Didier Canet, en fait, pour la transparence, sa mission est de réévaluer tous les médicaments tous les 5 ans. Et donc, cette réévaluation se fait de 2 manières. Directement auprès de l'industrie pharmaceutique en lui demandant « Avez-vous des données nouvelles ?» Ça, c'est la première manière. Et la deuxième manière, c'est de faire une revue de la littérature sur ce médicament, donc faite par l'administration de la HAS et particulièrement celle de la transparence, et de réévaluer en séance avec les membres chaque médicament tous les 5 ans avec ces 2 types de sources. Les revues de la littérature, on en trouve le problème. Le gros problème, c'est les critères d'évaluation en fait de ces revues. Et donc, la plupart des médicaments ont déjà été évalués en revue, mais le problème, c'est le critère d'évaluation. C'est rarement des critères cliniques. Donc, c'est pas pertinent.